Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le coup fin. Pour la première fois sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de votre émission consacrée à l'histoire de l'Algérie. Les mercredis de l'histoire, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes d'Alger Chaîne 3. La guerre de libération s'est déroulée dans les quatre coins du pays, dans les maquis ou dans les villes, à travers les armes, c'est une évidence. Mais la lutte pour l'indépendance s'est jouée également sur la scène internationale. En effet, l'action diplomatique du Front de Libération Nationale préconise une stratégie qui met l'accent sur le soutien étranger afin d'isoler la France de ses alliés. Nous allons ce soir raconter ce que fut cette lutte diplomatique pour porter les revendications du peuple dans le concert des nations, la stratégie, les alliances, les contre-attaques de la France coloniale. Pour ce faire, nous avons l'immense honneur d'accueillir un témoin et un acteur de cette époque qui n'est autre que l'ancien diplomate et ambassadeur, M. Nordin Djoudi. Merci de nous honorer de votre présence. C'est beaucoup d'honneur pour ma très modeste contribution. Votre contribution n'est jamais si modeste que ça, Monsieur Djoudi. Tout d'abord, nous allons essayer de rappeler à nos auditeurs, bien sûr, pour ceux qui vous connaissent pas, qui vous êtes, votre parcours, votre biographie. Vous êtes né en 1934 à Saouira au Maroc. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous y avez étudié jusqu'au secondaire à Marrakech. Vous y avez passé votre enfance, mais vous avez gardé un lien étroit, bien sûr, avec l'Algérie. Vous êtes originaire, je rappelle, de la ville de Larouat. Vous avez pris conscience politiquement, comme beaucoup de jeunes de votre époque. C'était lors des événements du 8 mai 45. C'était une prise de conscience politique face aux atrocités de la France coloniale. À l'âge de 17 ans, vous êtes parti faire vos études en France. Vous avez fait des études d'anglais. Vous êtes parti par la suite à Londres et vous avez été contacté par les dirigeants du FLN en 1954, quand la révolution s'était déclenchée. 55, exactement. Mais en 54, vous étiez à Londres. Oui. Voilà. Donc vous êtes contacté par les dirigeants du FLN, vous étiez en charge de représenter le FLN à Londres, puis vous êtes traqué, donc vous avez dû revenir en Algérie. Voilà, vous êtes ancien ambassadeur en Afrique du Sud, Angola, Pays-Bas, 10 années secrétaire général adjoint de l'OUA, donc un parcours très riche. Nous allons tout de suite entamer notre sujet. Donc le 1er novembre 54 avait une profondeur stratégique et pendant que la lutte armée s'organisait, les combattants voulaient internationaliser la question algérienne, donner une tribune au peuple algérien. En tant qu'officier de l'époque, vous étiez l'un des acteurs de cette action. Racontez-nous, Monsieur Djoudi, la genèse de cette action à l'international et à quel moment le FLN va mettre la priorité sur son action diplomatique. Il faudrait peut-être d'abord revenir aux sources du 1er novembre, puisque je pense que c'est à partir de la création de l'OS, l'organisation spéciale, secrète, qui a commencé à réfléchir à une action armée qui, contrairement aux différents actes de résistance depuis 1830, devait être planifiée de manière rationnelle et qui devait mener nécessairement à une victoire. Et c'est ainsi que est née l'idée de la lutte armée à dater du 1er novembre 1954. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que, puisque l'on parle de diplomatie, c'est que notre diplomatie n'est pas née dans des grandes écoles de diplomatie. C'est une diplomatie qui est née de par la volonté de nos dirigeants de l'époque de mettre toutes les chances de notre côté pour que le combat réussisse. En premier lieu, il faudrait se rappeler, il faudrait préciser que nos dirigeants étaient absolument convaincus que dans une guerre asymétrique, où nous étions peu nombreux face à une armée considérablement équipée en hommes, en armement, etc., et qui, je crois, était membre de l'OTAN. Donc, il y avait toute l'aide des autres nations occidentales. Alors,
À ce moment-là, les dirigeants ont pensé, il y avait une espèce de génie dans l'organisation de la lutte armée. Les dirigeants n'ont pas pensé uniquement à la lutte armée en tant que telle. Ils ont voulu que l'on prenne tout un ensemble de mesures qui, combinées ensemble, ne pouvaient qu'amener la France à la forcer à accepter l'idée de l'indépendance. Je dirais que, non seulement, je ne dirais pas comme certains que nous n'avons pas gagné la bataille. C'est faux. Nous avons gagné la bataille parce que sur le terrain, il y avait l'armée de libération nationale. Justement, et il y avait le peuple. Mmh. Résistance exardée. Mais par-delà ce constat, les dirigeants, les déclencheurs du 1er novembre, ont très bien compris qu'il n'était pas possible, dans les conditions de combat, de lutte asymétrique, d'avoir une victoire à la Dien Bien Phu. Je précise bien à la Dien Bien Phu. Mais qu'il fallait créer des conditions qui obligeraient la France, qu'elle le veuille ou pas, qui l'obligeraient à s'asseoir à la table de négociation, ce qu'elle avait toujours refusé, en arguant du fait que l'Algérie était française. Donc en quelque sorte, il fallait créer ce phénomène de résonance par rapport aux exploits des Moudjahidines sur le terrain pour susciter cette empathie et ce soutien de l'étranger. Écoutez, en 1954, j'étais à Londres où je complétais mes études de diplôme d'enseignant de l'anglais, de la civilisation anglaise. Déjà à l'époque, la France avait établi un plan selon lequel l'Algérie était française et que le peuple algérien, que les Algériens, les indigènes, comme on nous appelait, voulaient être français et que c'était une bande de brigands à la solde de malfrats du communisme international de Moscou et de Jamal Abdel Nasser. Il y avait cette idée qu'il fallait transmettre pour dire c'est une guerre entre la France sur son propre territoire, l'Algérie est française, sur son propre territoire, face à des bandits de grand chemin, des félagas. Il fallait donc le génie des dirigeants du FLN, ça a été de dire il faut contrer ce genre de propagande en expliquant clairement à l'opinion internationale quels étaient les auteurs de la guerre de libération, pourquoi on faisait cette guerre de libération et qu'est-ce que nous espérions achever comme but. C'est à ce moment-là, c'est à Londres que j'ai commencé à entendre les premiers prémices de la feuille de route qu'avaient dessiné les dirigeants de l'époque et qui était d'une intelligence magistrale. Alors, faute de remporter une bataille à la Dien Bien Phu, il fallait, en fait, le but était de forcer la France à s'asseoir à la table des négociations. Parce que tant que la France ne reconnaissait pas le FLN comme représentant authentique du peuple algérien, il ne pouvait pas y avoir d'issue. Donc le but était de forcer la France, de la diminuer militairement et par des actions de notre peuple, jusqu'à ce qu'elle soit convaincue qu'elle n'avait pas d'autre issue que de mettre fin à leur colonisation. Justement, au début, la guerre d'Algérie était niée par une bonne partie des Français de métropole avant d'être une réalité, justement, par le biais de ces actions. Et beaucoup, j'ai lu quelques essais d'historiens et de chercheurs qui disent que la bataille d'Alger fut un élément très important dans la résonance de cette cause à l'international. Êtes-vous d'accord avec ça, monsieur Djoudi? Je suis, à un certain sens, je suis d'accord. Encore faut-il qu'il faut préciser un peu les choses parce que la diplomatie algérienne, lorsqu'elle a commencé, était une diplomatie de guerre. Le FLN avait décidé à l'époque, comme je l'ai dit précédemment, de faire connaître le cas de l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que l'idée est venue de déléguer de jeunes Algériens dans différents pays pour leur expliquer la cause algérienne. C'est pour ça que je me suis trouvé tout à fait par hasard à défendre la cause de mon pays alors que j'étais étudiant. Et c'est comme ça que beaucoup de mes amis, où on a ouvert des postes diplomatiques un peu partout dans le monde, y compris dans les pays amis de la France. Mmh. Vous animiez des conférences à Londres, monsieur? Oui, surtout dans les universités. Mmh. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le soutien d'un certain nombre de parlementaires britanniques que j'ai réussi à convaincre pour, en tous les cas dès le départ, d'abord pour supprimer complètement le soutien qui était
donné aux messagistes qui nous condamnaient. Il fallait d'abord assurer la prééminence du FLN. C'était ça mon but, et Dieu merci, grâce à ces parlementaires, j'ai réussi quand même à les mobiliser, et puis surtout à mobiliser la jeunesse algérienne au niveau des universités et au niveau social. Donc il fallait gagner l'opinion publique britannique pour qu'elle fasse pression sur le gouvernement britannique qui, sinon de cesser toute aide à la France, tout au moins d'avoir une attitude un peu plus raisonnable à l'égard de comprendre ce qu'était la cause algérienne. Et c'est comme ça, je vous dis, que nous avons ouvert des postes, par exemple, à Bolhrouf, rahimahullah, en Italie, à Madrid, à Bonn, en Allemagne, et jusqu'à Tokyo, avec Ben Habilas, rahimahullah. Donc il y avait cette nouvelle diplomatie qui s'appuyait sur le combat de l'ALN et sur les actions du peuple algérien, la résistance du peuple algérien, pour engager un autre genre de combat qui était contrer toutes les manœuvres de la France à l'étranger et gagner des sympathies, sinon au niveau du gouvernement, tout au moins au niveau des peuples et des opinions. Et dans ce cadre-là, ce qui est très important, c'est que le déclenchement du 1er novembre et par la suite à la Soumam, tout a été fait de manière planifiée, réfléchie. Ce n'était pas simplement un soulèvement qui pouvait être de nouveau écrasé par terre. Non, c'était bien planifié, de telle sorte que, par exemple, ce qu'on appelle la bataille d'Alger a été un élément qui a influé beaucoup, en certain sens, sur le plan international. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup le terme de bataille d'Alger, parce que, vous savez, les Français, on dit la bataille d'Alger parce que ils voulaient un peu oublier le souvenir de la bataille de Dien Ben Phu et se donner une nouvelle virginité en disant nous avons gagné la bataille à Alger. C'est une confrontation militaire entre nos Moussebélines, notre organisation, l'organisation des Saadi, et qui a été fondée au départ d'ailleurs par Ben Mhidi, rahimahullah. Qui nous a quittés aussi, Saadi, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a eu cette organisation très précise de la manière de livrer un dernier combat qui ne pouvait être qu'un combat victorieux. Parce que, après l'épopée de l'émir Abdelkader, après ce que nous avons payé cher en termes des différentes révoltes de Mokrani, par exemple, ou à l'ouest, etc., à la Goite où, en 1852, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'armée coloniale française a utilisé non seulement l'arme chimique, qu'on appelait le chloroforme purifié, mais elle a même utilisé l'épuration ethnique. Lamoricière le disait lui-même, en disant que l'ordre était donné de liquider tous les enfants mâles. Et qui a forcé donc, ou qui a mené nos femmes à la Goite, de déguiser les petits-enfants mâles en fillettes, et de leur ajouter une petite boucle que tout le monde connaît maintenant en Algérie sous le nom de l'Aïacha. C'est vrai, oui. Donc il y avait un plan qui devait être organisé, et ce plan devait servir, tout ce qui se passait chez nous à l'intérieur, devait servir d'appui pour une action à l'extérieur sur laquelle nous pouvons revenir si vous le souhaitez. Quand on revient un peu sur les faits, on voit que le FLN avait, si on veut, utilisé une réelle stratégie de communication. Et le FLN s'est entouré de journalistes, de cinéastes, de photojournalistes pour montrer les atrocités commises par l'occupant, s'appuyer sur des rapports de droits de l'homme, les ONG. Donc il fallait avoir une plus grande visibilité. Et comment se faisait justement ce rapprochement avec ces journalistes, ces cinéastes? Non, l'idée est née avec le fait de commencer à avoir une diplomatie de guerre. C'est ça. Comme je l'ai expliqué plus tôt, qu'on ne se concentrait pas uniquement sur le combat de l'ALN, sur la résistance du peuple algérien, de tout ce que nous pouvions faire en termes d'activité militaire. Il fallait également pouvoir renforcer notre position vis-à-vis de la France, parce que la France, à travers toute la planète, essayait de définir ce qu'ils ont appelé les événements d'Algérie comme de simples événements, et non pas une guerre de libération. Et c'est là que
une des missions essentielles de tous les jeunes qui avaient été nommés comme représentants du FLN dans différentes capitales, leur but était de sensibiliser les opinions par tous les moyens possibles. Donc, et c'est là que nous avons fait attention de faire très nettement les distinctions entre les peuples d'un côté et les dirigeants de l'autre. Il fallait gagner les opinions publiques pour qu'il y ait suffisamment de résistance ou de pression pour que les gouvernants changent d'attitude. Vous en avez un exemple en France, par exemple, sur les jeunes du contingent qui ont été jusqu'à se mettre sur les rails de chemin de fer pour ne pas aller se battre en Algérie. En Algérie. Bon, les contacts, la presse était considérée comme quelque chose de fondamental. La presse, comme on le dit d'ailleurs aux États-Unis, quatrième pouvoir, c'est une force extraordinaire qu'il ne fallait pas négliger. Oui. Et c'est pour ça qu'à tous les niveaux de la structure du FLN et de l'ALN, il y a eu la recherche de contacts avec la presse, avec les intellectuels, avec les cinéastes, etc. Vous-même, vous avez... Oui, j'en veux par exemple, lorsque j'étais moi-même au commissariat politique de l'ALN, j'étais chargé de contact avec la presse internationale. Et je me souviens très bien que quelque temps avant la fin de la guerre de libération, nous étions encore en pleine guerre. Si je me souviens bien, c'était vers le milieu de 1961 ou vers la fin 61, où nous avons reçu, où j'ai reçu au nom de l'ALN, un très grand journaliste japonais. Vous m'avez raconté cette anecdote, justement. Oui. Et qui était là pour montrer au peuple japonais ce qu'était la preuve de la guerre de libération. Et nous l'avons d'ailleurs, j'avais pris des mesures pour que sa sécurité soit assurée, mais il a été avec des éléments de l'ALN, donc en première ligne. Au maquis, en première ligne? En première ligne. À l'époque, nous avions cet obstacle terrible qui s'appelait la ligne Chad et Maurice. Donc, les journalistes étrangers ne pouvaient pas entrer en Algérie. Donc, ils devaient passer par ce que l'armée, ce que le FLN avait conçu à l'époque, c'est-à-dire ce que les Français ont appelé de manière très impropre l'armée des frontières. Oui. L'armée des frontières, cette appellation, c'était un peu pour créer la division entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en réalité, qui était le concepteur de ce qu'on appelle l'armée des frontières? C'était l'armée Ben Mehdi qui est le fondateur de la Wilaya 5, c'était Abou Souf, etc. Parce que cette armée devait d'abord bloquer près de 200 000 soldats français aux frontières pour les empêcher d'alimenter les maquis à l'intérieur. Donc, soulager un peu la pression. Son rôle était également de former des combattants, d'assurer, par exemple, l'armement, etc., pour l'intérieur. Alors, c'est là que ce journaliste japonais a pu filmer la réalité du combat. Je l'ai amené personnellement en zone opérationnelle, et ce jour-là, précisément, il y a eu des bombardements de l'armée française, et dans l'abri dans lequel on était, tout vacillé, eh bien, ce journaliste a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pu montrer à son public japonais que la lutte de l'Algérie était vraiment une lutte du peuple algérien pour la dignité et pour l'indépendance. Le même phénomène s'est produit dans beaucoup d'autres régions. Je vois par exemple ce qui a été un travail fantastique qui a été fait par le Abou al-Hrouf, rahimahullah, qui a failli être victime d'un attentat, tout comme Karaman en Allemagne. Mm-hmm. Et puis, au niveau de l'ALN, nous avions quelqu'un, il est dommage que l'on n'en parle pas assez, un shahid, qui était d'origine autrichienne, qu'on appelait Mustafa al-Almani. Mm-hmm. Pourquoi? C'est donné le nom de maquis, Mustafa. Mais comme il parlait l'allemand les gens, évidemment, pour eux, c'était pas Nemsa, c'était l'Allemagne. Mm-hmm. Mustafa al-Almani. Oui. Que faisait Mustafa al-Almani? L'Almani était membre de l'ALN. Et c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. D'abord, en direction des membres de la Légion étrangère. Par exemple, provoquer des fuites d'éléments de la Légion étrangère
de se détacher de la Légion étrangère française et de repartir dans leur pays d'origine pour de nouveau être des militants de la cause algérienne. Oui. Et pour cela, ils visaient évidemment des gens d'origine allemande ou d'origine autrichienne. Ensuite, sur le plan de l'information, Mustafa, rahimahullah, avait fait un travail extraordinaire dans ses écrits et ses contacts avec la presse des pays germanophones. Tous les grands quotidiens allemands, les télévisions allemandes, des autrichiennes, etc., étaient alimentés par Mustafa sur les réalités de la lutte du peuple algérien. Donc, c'était un élément que les dirigeants du FLN avaient pris en considération. Ils savaient que la presse était très importante, d'abord parce qu'elle touche l'opinion publique, et puis ensuite qu'elle donne certaines réalités qu'on ne peut pas nier et qui peuvent vraiment mettre à nu toutes les manipulations de la France et de donner la réalité du combat du peuple algérien. Monsieur Nordouane Djoudi, donc justement, par cette stratégie sur le plan de l'information, le FLN, la cause algérienne, a commencé à avoir des alliés à l'international et même des gouvernements. Quels sont les gouvernements qui étaient les premiers justement à soutenir cette cause? Bon, il faut peut-être considérer trois volets. Le premier volet, je le dirais, qui était la reconnaissance immédiate des pays arabes. Beaucoup de pays ont pris des mesures d'aide à l'Algérie. Il faut le reconnaître. Oui, par exemple, oui. La Jordanie, même si elle ne partage pas notre philosophie politique, mais elle avait créé de nouvelles taxes pour alimenter financièrement le mouvement. L'Égypte, on sait ce qu'a apporté Jamal Abdel Nasser, rahimahullah. Donc les pays arabes étaient unanimes sur le soutien y compris le peuple marocain, y compris la Tunisie, tous étaient à nos côtés, dès le départ. Maintenant, en Afrique, l'Afrique elle-même était encore pratiquement sous domination coloniale à quelques expressions près. Mais on ne peut pas oublier, par exemple, que le Nigeria avait pris une position très ferme dénonçant la France lorsque les Français ont commencé leurs essais nucléaires sur le territoire algérien. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Accra, au Ségéfou, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana indépendant, avait décidé de l'établissement d'une ambassade de la République algérienne avec toutes les prérogatives d'une ambassade, selon la Convention de Vienne. Nous avions une ambassade de plein droit, nous avions un ambassadeur qui s'appelait France Fanon. France Fanon, oui, exactement. France Fanon, oui. Donc nous avions officiellement une ambassade à Accra. France Fanon était accrédité comme n'importe quel ambassadeur. Et nous avions notre drapeau. Il y avait en Guinée, nous avions le commandant Omar Oster, rahimahullah. Donc il y avait déjà, dès que les Africains commençaient à devenir indépendants, immédiatement, c'était le soutien à l'Algérie. Et il y a un soutien particulier, puisque c'est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi cette solidarité tellement profonde avec le Mali? Je voudrais ici rappeler que lorsque les Français ont construit les lignes Charles et Maurice, qui nous bloquaient totalement toute possibilité d'alimenter les maquis, le GPA, à l'époque, avait envoyé une première délégation dirigée par France Fanon, et avec Omar Oster, qui sont allés voir le Mali nouvellement indépendant, sont allés voir Modibo Keïta, qui leur a dit que tout ce que les Algériens voulaient faire, ils pouvaient le faire avec le plein appui du Mali. Donc, le rapport ayant été fait, l'état-major a pris une décision, c'est d'ouvrir ce qu'on appelait le front sud à partir du Mali, et on a envoyé deux vétérans dans le regretté c'est Mahmoud Ouassi, qui avait reçu l'ordre de l'état-major de commencer à installer les conditions de transfert à partir du front sud. Donc pour contourner les lignes Charles et Maurice. Alors ce sont toute une série d'actions. Maintenant au niveau des pays non africains ou non arabes. Il y a eu par exemple au niveau de l'Amérique latine. Nous avons eu une délégation qui a été
qui a été envoyé avec à la tête un prêtre algérien et qui a eu un soutien très fort dans certains pays d'Amérique latine, des peuples d'Amérique latine et de certains gouvernements même. Pourquoi ? Parce que il y avait en Amérique latine une très forte communauté d'origine libanaise ou syrienne et qui avait assez de poids pour nous faire admettre qu'il fallait aider, il fallait reconnaître notre révolution. Maintenant, côté asiatique, bon, je ne parle pas du Vietnam, évidemment. Évidemment, oui. C'était la grande fraternité de Giap. Giap était notre grand ami. Mais la Chine, par exemple, qui n'était pas encore la puissance reconnue, membre du Conseil de sécurité. C'était encore Taïwan qui était l'agent de l'Occident, mais la Chine avait entamé sa révolution. Et là, les Chinois, nous avons eu un contact quasi permanent. Et le regretté Sisliman, Qaïd Ahmed, avait été un interlocuteur privilégié des dirigeants chinois, y compris Mao Tse-tung, d'ailleurs, et là a commencé l'aide de la Chine à l'Algérie, avec les moyens qu'elle avait à l'époque, qui n'étaient pas ceux qu'elle a maintenant. Et il y a eu d'autres États, évidemment, asiatiques qui ont été d'un autre côté, par exemple l'Indonésie. Lorsqu'il y a eu la conférence Bandung, eh bien pour la première fois, les délégués algériens ont été accueillis officiellement. Alors toute cette action, si vous voulez, et enfin en Europe. S'il était difficile pour les alliés de la France de nous soutenir officiellement, par contre, si l'on prend les pays scandinaves, il y avait une sympathie réelle de pays, par exemple, comme la Suède, qui nous a envoyé des gens de la Croix-Rouge suédoise. Mais il y avait aussi des reconnaissances de facto. Par exemple, l'Union soviétique. L'Union soviétique ne pouvait pas nous reconnaître de jurés, parce qu'il y avait un grand jeu. Il y avait le Parti communiste français qui était puissant à l'époque et qu'il ne fallait pas lui créer des ennuis. Mais par contre, l'Union soviétique n'a pas hésité à former des cadres de notre future aviation, de la marine, etc. Il y a de l'armement, etc. Et j'en passe. Il y a eu une solidarité effective de l'Union soviétique, comme elle l'est aujourd'hui avec la Russie. Et surtout, il y a eu une reconnaissance de jurés d'un État européen qui était la Yougoslavie de Tito. Tito ne s'est pas embarrassé de scrupules. Il avait ses propres problèmes avec les Français et autres, mais il a quand même reconnu le GPRA officiellement. Ce que nous voulons, c'est en premier lieu répondre publiquement aux campagnes de dénigrement systématique dont la France a fait l'objet depuis plusieurs années, non seulement de la part de représentants des rebelles algériens, mais aussi de la part de délégués de certains pays dont nous pourrions contester le droit qu'ils ont à donner des leçons à la France. Justement, donc Monsieur Djoudi, bon, je rappelle bien sûr qui vous êtes, Monsieur Djoudi, ancien diplomate, plusieurs capitales. Vous avez été acteur justement de cette action diplomatique du FLN. Vous avez représenté le FLN à Londres, puis à New York aussi. Nous arrivons maintenant à la contre-attaque de la France par rapport à cette sympathie internationale. Donc, nous venons d'entendre son représentant à l'ONU, Pinault, qui essayait de ternir l'image et la réputation du GPRA à l'Assemblée générale des Nations Unies, a essayé de justifier les actions de la France coloniale en minimisant un peu l'impact de cette révolution algérienne. Donc, quelles ont été les principales contre-attaques de la France par rapport à cet élan? À mon avis, il y a eu deux phases dans la contre-attaque française. Lorsque la France a commencé à voir qu'effectivement cette nouvelle diplomatie de guerre d'Algérie commençait à porter ses fruits, puisque nos différents bureaux dans différentes régions du monde arrivaient à sensibiliser, sinon les gouvernements, en tous les cas, les opinions publiques. Même en France, où une partie de l'opinion s'est rangée à nos côtés. Tous ceux qu'on appelait les porteurs de valises, etc., ou des grands noms comme Reggiani, etc. Qui ont beaucoup contribué, bien sûr. Exactement. Ils ont pris conscience de la réalité de ce qui se passait en Algérie, alors qu'au début, ils ignoraient totalement
de ce qui se passait en Algérie. Ils avaient l'idée d'une Algérie prospère. Ils n'avaient aucune idée du fait que nous n'étions pas des citoyens, que nous étions des indigènes, le fameux code de l'indigénat qui nous rejetait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui passait réellement en Algérie. Donc il y a eu un commencement, grâce à l'action de l'Algérie, il y a eu un commencement de prise de conscience. Et puis surtout, il y a eu l'action de l'OCFLN, lorsqu'on a décidé, c'est la première fois peut-être dans l'histoire d'un peuple, que, étant militairement agressé par une grande puissance, décide de porter la guerre chez cette grande puissance. C'est une idée qui paraissait une folie à certains, oui. Mais qui était une première d'ailleurs. C'est une première, j'ai bien dit, oui. dans le monde entier, jamais on a vu cela. Oui. Nos dirigeants avaient très bien calculé leur coup, en disant on porte la guerre chez nous, on massacre chez nous, on torture chez nous, on emprisonne chez nous, etc. Bon, eh bien nous allons, à notre tour, nous allons toucher la France dans ses chairs vives. Et c'est comme ça qu'on a porté la guerre en France, avec les attentats, avec par exemple les attaques contre les dépôts de carburant dans le sud de la France, etc., et qui a fini par amener les Français à se poser des questions, en disant finalement ces gens-là qui sont capables de venir attaquer chez nous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Bon. Alors, la France a eu deux attitudes. Dans un premier temps, elle a voulu garder une espèce de blackout total sur la réalité de notre combat, en disant, comme je l'ai déjà signé, ce sont des félagas, ce sont des bandits, ce sont des agents de l'Union soviétique et de l'Égypte, etc., alors que les Algériens, eux, veulent rester français. Bon. Quand ils ont vu que cette affaire ne marchait plus, et surtout que l'Algérie avait réussi à faire quelque chose auquel ils ne s'attendaient jamais, c'est que l'Algérie ait réussi à percer au niveau des États-Unis et au niveau de l'ONU. Et là, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment parlé de quelqu'un qui a fait un travail admirable. C'est Saad Khader Chandali, rahimahullah. Oui. La fameuse déclaration du sénateur Kennedy, futur président, en appui à l'Algérie. C'est d'ailleurs... Qui l'a déclenché? Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Nous allons d'abord l'écouter, et puis revenir. This moment of national independence for the people of Algeria, the creation of a great new state, represents the devoted and courageous work of the Algerian people and their leaders, stretching over many years. I congratulate them. I congratulate them as President of the United States, and I congratulate them on behalf of the American people. We too fought for our own independence also, and it cost us many years of bloodshed and tears and work and perseverance. But we finally obtained our independence as you have yours, and we have maintained it as you will yours. Nous venons d'écouter la fameuse déclaration du sénateur Kennedy, oui. Justement, j'aimerais que vous nous la commentiez, Monsieur Djoudi. Ce que je retiens, c'est que Saad Khader Chandali avait fait un travail en profondeur, notamment auprès de la très grande centrale syndicale aux États-Unis, qu'on appelle AFL-CIO, qui, elle, a fait des pressions sur un certain nombre de responsables politiques américains, et qui a amené ce jeune sénateur à prendre fait et cause pour la lutte du peuple algérien, et qui a irrité au très haut point le général de Gaulle à l'époque. On se souviendrait bien qu'il était furieux. C'était la première fois qu'un haut responsable, un sénateur américain, faisait une telle déclaration. Ça, c'était l'aboutissement d'un travail en profondeur de Abdelkader Chandali, qui tenait le bureau de New York. Dans ce bureau de New York, bien sûr, il y avait aussi Mohamed Yazid, il y avait Aït Ahmed, etc. Bon. Par exemple, parlant de Mohamed Yazid, lorsqu'il y a eu les événements de Mendoza, tout de suite, les Français ont dit, voilà les coupeurs de gorge, les FLN qui ont massacré un village, etc. Mohamed Yazid a eu l'intelligence de tout de suite dire que c'est de la manip de la part de la France. Alors, je demande à ce qu'il y ait un groupe de journalistes neutres qui se rendent pour voir par eux-mêmes. Il a piégé la France. Parce que la France, évidemment, disait, niet, l'Algérie, c'est une histoire interne. Donc la France ne voulait pas que des journalistes, bien sûr, viennent... Ils ont attendu de préparer
leurs propres journalistes pour dire, voilà, effectivement, les massacres à Bouina. Bon, passons. Mais ce qui est important, c'est que notre diplomatie a réussi finalement tout ce travail sur la question que vous m'avez posée sur les soutiens en Afrique, dans les pays arabes, en Asie, etc., ça a fini par aboutir par l'inscription de la question algérienne aux Nations Unies. C'était une gifle monumentale pour la France. Et la France s'est entêtée à dire non, c'est une question interne. Le problème algérien est un problème interne, il n'est pas question qu'il soit débattu aux Nations Unies. Et pour cela, puisque vous dites, vous voulez inscrire la question algérienne, eh bien je vais vous démontrer que le peuple algérien est français. Et c'est là que les Français ont monté la fameuse délégation dans laquelle ils avaient mis le fameux Shekel. Shekel qui devait aller aux Nations Unies, comme son nom l'indique, Shekel, il vient dire non, nous sommes français, la France, etc., etc. Eh bien, le FLN a eu une réponse immédiate, un militant du FLN qui a le courage d'abattre Shekel qui était à côté du président Coty. Ouais. Et ça montre à quel point l'organisation du FLN était extraordinaire. Arriver à liquider un traître qui était à côté du président de la République française. Donc, la France s'est trouvée piégée parce que son histoire l'Algérie, c'est une affaire interne, c'est une affaire française et vous n'allez pas vous en mêler. Finalement, elle a essayé de retourner la situation, mais c'était trop tard. Elle avait perdu beaucoup de terrain. Et si De Gaulle, par la suite, si on est arrivé au but qu'on s'était assigné, c'est-à-dire les négociations d'Évian, ce n'est pas parce que, comme certains le présentent, que la France, là, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France, et dans sa générosité, elle a décidé de nous accorder l'indépendance. Nous avons toujours dit, oui. L'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. Et nous l'avons arrachée, et nous avons forcé finalement, la défaite de la France a été à la fois une défaite militaire et une défaite sur le plan économique et sur le plan de son prestige. Sur le plan militaire, 1 million de soldats français plus des colons armés n'ont pas réussi à écraser l'ALN. L'ALN a continué à résister. Tous les préparatifs avaient été faits au niveau de l'état-major Est et Ouest pour que, en cas d'échec des négociations d'Évian, on était prêt à injecter des milliers de combattants et à raviver la flamme. Oui. Et se battre aussi là. D'ailleurs, pendant les négociations d'Évian, lorsque la France a voulu, un ministre qui a voulu, dans les négociations, dire à Saad Dahleb, qui était le ministre du Chipéra, en lui disant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, le président de Gaulle a décidé d'accorder l'indépendance aux 3 départements français, d'Alger, Oran et Constantine, mais vous qui êtes du Sud, vous allez être agréablement surpris, il y aura cette entité sahraoui où vous jouerez. Que lui a dit Saad? Saad lui a dit, mais je ne suis pas du Sud. Enfin, monsieur le ministre, nous avons votre état civil. Vous êtes de Sachelena, on le sait. Non, je ne suis pas du Sud. Je suis d'Algérie. Oui. Du nord jusqu'au sud et de l'est à l'ouest. Et si vous pensez séparer le Sahara de la nation algérienne, eh bien, nous reprenons le combat. Vous voyez, il y avait une fermeté. Et la France était arrivée à un état de délabrement. Sur le plan diplomatique, elle était de plus en plus isolée. Même ses alliés commençaient à lui dire « Soyez raisonnable, vous êtes en train de perdre ». D'ailleurs, dans un acte... Et j'ajouterai qu'il ne faut pas oublier que la France était en déchéance sur le plan économique. 4 milliards de francs par jour pour l'effort de guerre, sans compter tout le reste. Et si De Gaulle a fini par céder, lui qui au début avait maintenu l'idée de l'Algérie française, mais il a fini par céder, il l'a fait par nationalisme. Il voulait sauver la France de la catastrophe. La France était au bord du gouffre. Et c'était ça le but que s'était assigné le FLN. C'était non pas d'avoir un deuxième Dien Bien Phu, mais de forcer la France, par son action, par l'ALN, par son peuple, par les organisations comme lors de la résistance de la capitale, comment ça s'appelle, la bataille d'Alger, etc. On a réussi à obliger De Gaulle, non pas
à lâcher l'Algérie, mais à sauver la France. Il y avait certains responsables français à l'époque qui avertissaient en 1958 en qualifiant justement la situation que la France faisait face à un Dien Bien Phu diplomatique. Absolument, absolument. C'était exactement ça. Et moi, je vais même plus loin. Je dis que c'était pas simplement un Dien Bien Phu diplomatique. Ça perd d'audience au niveau des Nations Unies, au niveau de l'opinion internationale. Mais c'était un Dien Bien Phu économique aussi. Elle était en train de couler sur le plan économique. Et je répète que De Gaulle a réagi en tant que patriote français. Il a vu que son pays allait à la catastrophe. Et c'était pour sauver son pays qu'il a fini par accepter l'idée des négociations. Il a été peut-être encouragé dans cela par le fait que les ultras en Algérie s'étaient soulevés contre lui. Il y a tout par exemple, il y a un livre qui n'a pas été très connu. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais ce livre que j'ai eu l'occasion de lire quand j'étais jeune diplomate, qui s'appelait La valise ou le cercueil, où un Français écrivait un livre en disant attention à ce qui se passe en Algérie. Il faisait référence au 8 mai 1945 à cet étrange silence des Algériens qui semblaient avoir été matés et qui a dit attention. C'est dangereux parce qu'il arrivera un jour où les Algériens reprendront les armes et où vous verrez les gens se précipiter dans les ports avec une valise à la main ou un autre genre de valise en bois, un cercueil. Vous voyez, il y avait déjà certains Français qui avaient compris que c'était le désastre. Et la France, justement, quand elle a su qu'elle était en train de perdre cette bataille sur le plan international, diplomatique, économique, en fait, dans un acte de désespoir, il y a eu un épisode où la France essaiera, par sa propagande, de faire savoir que cette guerre est une sorte de croisade et qu'elle était en train de défendre la civilisation contre, on va dire, des djihadistes. Donc, on a essayé un peu de coller toutes les étiquettes possibles et imaginables à la cause algérienne. Vous savez, même au plan intérieur français, je me souviens, on avait cité le cas de Victor Hugo, qui, dans une discussion avec un des généraux qui devait commencer l'invasion de l'Algérie en 1830, et qui avait dit que ce n'était pas son rôle... Bugeaud, oui. Qui avait dit que ce n'était pas son rôle en tant qu'armée d'aller en Algérie. Et tenez-vous bien, Victor Hugo, cette grande figure de la démocratie française qui a été exilée à cause de ses idées démocratiques. Victor Hugo, qui était ignorant aussi de ce qui se passait et qui disait non, il faut y aller parce qu'il faut civiliser. Il faut civiliser le peuple algérien, il faut aller civiliser, oui. Ce que ni vous ni moi, parce que même moi, à mon âge, quand j'étais jeune, j'ignorais cela. Les armoiries de la ville d'Alger à l'époque, il y avait une croix et il y avait un croissant. Et certains, je crois que c'était Debré, à l'époque, qui avait dit jamais la France n'acceptera que le croissant se referme sur la croix. Donc, cette idée de la France de l'époque, qui voulait être la grande nation, a toujours associé la religion, soi-disant la mission civilisatrice et religieuse, à son entreprise coloniale. La fameuse chanson de comment il s'appelle, qui disait le fusil et le goupillon, ou quelque chose comme ça, ou l'épée ou le goupillon, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que les armées françaises, quand elles ont pénétré, que ce soit en Algérie ou que ce soit dans les autres territoires en Afrique, a toujours fait bénir les armes par l'Église. Oui. En Afrique, ça a été pire, puisque pendant longtemps, l'Église a approuvé l'esclavage des Noirs en disant que le Noir n'a pas d'âme. Vous voyez un peu jusqu'où ça allait, cet usage de la religion. Donc, Monsieur Nordin Djoudi, il nous reste 5 minutes d'émission. Cette stratégie à l'international adoptée par le FLN deviendra par la suite un modèle pour d'autres mouvements de décolonisation à travers le monde. Absolument, absolument.
Je reviens, si vous voulez, à ma présence à l'époque à l'état-major, au commissariat politique, lorsque j'ai reçu Mandela, lorsque j'étais un interprète de Mandela. Avec lequel vous étiez très proche, hein. Il faut le rappeler. Nous sommes restés très proches. Oui. Mandela, avant cela, les gens oublient qu'alors il aurait été légitime que nous nous battions pour notre pays et uniquement pour notre pays. Mais pendant que nous menions la guerre pour libérer notre pays, déjà, si ma mémoire ne me trompe pas, en 58 ou en 59, déjà on commençait à former des combattants africains de l'Afrique subsaharienne. Des gens qui parlaient le français, qui étaient originaires d'Angola ou de la Guinée-Bissau ou du Mozambique. Déjà nous avions... Vous savez, lorsque je suis allé comme ambassadeur au Tanganyika, on a envoyé en Algérie en formation, on a envoyé le premier groupe de 200 Mozambicains, dirigé par un certain Felipe Magaia, qui a été assassiné par le PD portugais, par un harki qui l'a introduit près de lui. Et qui était l'adjoint de Magaia? Magaia est l'homme qui a déclenché la lutte de libération. Oui. Qui était son adjoint? Son adjoint, c'était un certain Samora Machel. Et après l'assassinat de Felipe, Machel a continué le combat en tant que chef de l'armée et plus tard président. Machel ne l'a jamais oublié. N'a jamais oublié l'aide d'eux. Et même en dehors des mouvements de libération eux-mêmes, l'Algérie indépendante, qui a toujours eu ce principe de la libération totale de l'Afrique, de l'indépendance ou même de la libération sur le plan économique, sur le plan financier, etc. Je me souviens du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, que j'ai rencontré lors de l'enterrement de Mandela à Johannesburg, et que me disait, mon frère, je n'oublierai jamais que j'ai été formé à l'Académie militaire de Tchetchel. Monsieur Nordin Djoudi, je vous remercie bien sûr de ce témoignage. Le temps qui nous est imparti malheureusement terminé. Je rappelle, Monsieur Nordin Djoudi, vous êtes ancien diplomate, vous avez représenté le FLN à Londres, aux États-Unis aussi. Vous étiez acteur justement de cette internationalisation de la cause algérienne. Merci d'avoir été avec nous. Si vous le permettez, c'est à moi de vous remercier pour une raison très simple. Ma génération est une génération qui arrive au bout du rouleau et maintenant le flambeau est entre les mains des jeunes. Et c'est ce genre d'émission, je crois qu'elle est très importante parce qu'il faut que nos jeunes n'oublient pas ce qui a été fait dans le passé pour qu'ils puissent être aujourd'hui, qu'ils puissent avoir une étude universitaire, qu'ils puissent être chefs d'entreprise ou ministres, etc. Et toujours se rappeler que c'est grâce au sang des Shohada qu'aujourd'hui notre jeunesse a repris le flambeau, et je suis convaincu personnellement que cette jeunesse aura la même foi et la même conviction pour défendre l'Algérie éternelle. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir fait cet effort d'information qui est très important quant à notre passé, à notre mémoire. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Djoudi. L'action internationale du FLN, un élément déterminant pour l'aboutissement de la lutte pour l'indépendance, devenu un modèle à suivre pour d'autres mouvements de libération à travers le monde, et fera par la suite de l'Algérie la Mecque des révolutionnaires. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le coup fin. نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك من أجلك الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر
الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجل